Antoine Mariotti, vous avez rencontré des difficultés pour faire ce documentaire? Il n'est pas forcément évident de faire parler tout le monde. C'est-à-dire qu'on voit Gérard Haraud, que l'on a interviewé à l'ONU, avec Emmanuel Saint-Martin, et on souhaitait avoir face à lui Vitaly Chourkin, qui est l'ambassadeur russe à l'ONU. Parce que finalement, c'est à l'ONU que ça bloque d'un point de vue diplomatique, évidemment. Et c'est cet ambassadeur russe qui bloque et qui est évidemment la voix de la Russie. Il n'a pas souhaité s'exprimer, comme l'ambassadeur syrien d'ailleurs, comme l'ambassadeur iranien. Sergei Lavrov non plus n'a pas souhaité s'exprimer. Donc c'est vrai qu'il était plus difficile d'avoir par exemple la parole des Russes, qui était pourtant très intéressante dans le cadre de ce documentaire. Ah, et d'ailleurs, Gérard Haraud le rappelait, hein, il y a eu 3 vétos russes, hein, successifs à l'ONU, alors qu'il n'était même pas question de sanctions, c'était pour d'éventuelles sanctions. Monser Makou, je rappelle pour nos téléspectateurs, vous êtes ambassadeur de la coalition nationale syrienne en France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, 2 ans après, pourquoi le régime de Bachar el-Assad tient toujours? Il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est la passivité de la communauté internationale. Oui, le peuple syrien, il a la volonté et la détermination de résister et d'arriver, d'avoir son liberté, son dignité. Mais ça ne suffit pas, parce que le rapport de force, il est tellement discalibré en faveur du régime syrien. L'autre chose aussi, les interventions étrangères. On parle beaucoup d'interventions étrangères quand on parle de la résistance syrienne. On parle pour, en ce qui concerne l'aide qui bénéficie le régime syrien, l'aide des Russes, malgré tout, c'est des millions, peut-être des milliers et des milliers de tonnes d'armes. Il s'agit aussi de l'aide iranienne, c'est des hommes, c'est d'argent, c'est des armes, c'est de Hezbollah, c'est le régime irakien de Al-Malki aussi, qui sont tous sur le terrain. Ils combattent côté à côté du régime syrien. Maintenant, je peux parler avec confidence qu'il y a 10 milliers de combattants de Hezbollah et d'Iran qui sont sur le terrain. Donc, dans cette équation de rapport des forces, bien sûr, il est difficile qu'on imagine. Il y avait d'abord une révolution absolument pacifiste. On n'a jamais eu, pendant les 6 mois de début de la révolution, un seul tir des manifestants. Et c'est après la continuité de terreur de l'armée, des forces de sécurité qui ont tiré directement sur une foule totalement pacifiste. Et à ce moment-là, c'est la défection de certains soldats et des officiers qui n'arrivent plus à supporter cette situation et qu'ils ont tenté, en risquant leur vie. Vous savez, il y a plusieurs milliers de soldats qui ont été tués lors de leur défection. Il faut avoir un courage exceptionnel pour tenter de défecter de l'armée syrienne. Et malgré tout, maintenant, il y a des dizaines de milliers de soldats qui ont été, qui sont sauvés, qui sont arrivés à défecter. Il y a aussi des dizaines de milliers de civils, des étudiants, des ingénieurs, des employés, des docteurs même qui portent les armes aujourd'hui. Mais malgré tout ça, le rapport de force reste toujours discalibré. Et c'est la raison pour laquelle on va parler de l'armement de la rébellion aujourd'hui. Et anglaise aussi, c'est un pas décisif, c'est un pas extraordinaire. On va en parler dans un instant. En effet, François Hollande aujourd'hui qui a affirmé qu'il était peut-être temps aujourd'hui d'armer la rébellion. Et en effet, il est sur la même ligne que le Royaume-Uni, mais les Européens sont divisés. On va en parler dans un instant. Mais Samir Haïta, je voudrais savoir si vous avez la même analyse que Monser Makous. Pourquoi Bachar el-Assad tient 2 ans après le début de la révolution? Est-ce que la responsabilité incombe en effet à la communauté internationale et à sa passivité, pour reprendre le terme de Monser Makous? Votre question, il l'a vu de ce reportage, me rappelle les premiers instants de la Révolution. D'ailleurs, il y a un conflit sur la date, est-ce que c'était le 15 mars ou avant, etc. Il y a une manifestation à Damas qui était bien avant celle de Dera. Mais il me rappelle une discussion avec des gens des affaires étrangères françaises, allemandes, américaines, qui sont venus me voir et me poser la question, qu'est-ce qui va se passer? Et il y a eu en fait une réunion ici. Et j'ai dit la chose suivante. Le problème en Syrie est double. Le premier, c'est une révolution vraie, qui résulte de plein de facteurs socio-économiques, culturels, le printemps de Damas, etc., qui va changer la Syrie. Et le second, c'est votre conflit, vous, en tant que puissance occidentale, avec l'Iran. Si vous mettez le second problème
avant le 1er, vous allez faire exploser la Syrie. Si vous aidez juste le soulèvement populaire en lui donnant des moyens d'expression, etc., et parfois les actes politiques nécessaires pour que ça ne passe pas dans la violence et que ça ne passe pas dans le confessionnalisme, vous allez réaliser la démocratie en Syrie. Et petit à petit, la relation d'une Syrie démocratique avec l'Iran se distendra, etc. Malheureusement, la France en particulier, parce que la France, le Qatar et la Turquie ont été les puissances qui ont monté le Conseil national au départ, a joué le problème du conflit avec l'Iran en premier. Je dirais, regardez le reportage. Il montre qui? Il montre Khaddam, qui est un has-been du régime ancien, qui est un allié de Hariri, qui a une dent justement sur le... Non, c'est pas... le problème principal, c'est l'opposition Arabie Saoudite-Iran. Donc, c'est pas un type très gentil. C'est-à-dire, quand il était acteur politique au Liban, il a participé à des... Il n'a pas les régime jusqu'en 2005, c'est-à-dire jusqu'à... Voilà, il n'a pas les mains toutes propres. Aujourd'hui, dans l'opposition, on parle de mains non remplies de sang. Lui, il a quelques mains, au moins au point de vue des ordres qu'il a donnés, qui ont un peu de sang. Oui, mais on ne comprend pas très bien ça. Ce que vous voulez nous dire, c'est que c'est la communauté internationale, finalement, qui est aujourd'hui aussi responsable de ce qui se passe dans son rapport de force entre, d'un côté, les Occidentaux et les Iraniens, et qu'on en est là à cause de ça aujourd'hui, hein. Les gens en Syrie se posent la question, est-ce que c'est une révolution ou c'est un complot? Moi, je dis toujours, c'est les deux. C'est une vraie révolution. Bachar al-Assad s'est comporté comme un dictateur. Il a poussé à la violence, il a poussé au sectarisme, il a poussé à rendre le conflit régional et compliqué. Et les puissances, notamment les trois dont je parle, sont rentrées dans le jeu et ils ont poussé à ça. Donc, on est arrivé à l'horreur. Et il y a eu plein d'occasions, par exemple au moment des observateurs internationaux, dont le rôle n'était pas d'observer, c'était juste d'être là pour que la violence n'explose pas, où ces puissances-là ont joué le rôle de façon à faire éclater la chose. Et aujourd'hui, comme vous disiez au début, l'aspect révolution est en recul, c'est l'aspect guerre civile qui est là. On a du mal à revenir à une solution où, in fine, il y aura une démocratie, etc. Donc on a un traité avec plein de problèmes d'armes. Oui, Je n'ai pas compris le sens du complot, Samir. Tu peux un peu expliquer? Tu as dit qu'il y a une révolution, il y a un complot à la fois dedans. Donc, quel est le sens du complot dedans? Du moment qu'un pays est sujet... oubliez la Syrie, prenez l'Égypte aujourd'hui, qui est en situation difficile, ou la Tunisie... un pays comme la France peut aider la Tunisie dans une transition démocratique. L'État tunisien n'avait pas de quoi payer, je dirais, les salaires des fonctionnaires pendant le mois dernier. Et il y a très peu d'aide, il y a très peu de choses qui sont faites dans un pays qui va connaître une transition très difficile. Parce que moi, je ne vous suis plus trop. Qu'est-ce qu'aurait dû faire clairement la France, par exemple, ou les Américains pour qu'on n'en arrive pas là? Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Vous dites qu'ils ne doivent pas armer la rébellion, donc ça, ok. Mais qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Armer la rébellion, on parle aujourd'hui. Sur cette question précisément, qu'aurait dû faire la communauté internationale et notamment les Occidentaux, la France, etc. Parce que je ne suis pas complot, tout ça, ça me... Voilà, concrètement, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Je vais vous donner 2 moments. Pendant 1 an et demi, la révolution était pacifique. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Donc, il n'y a pas eu, je dirais, malgré tout ce que le régime disait, il n'y a que des démonstrations, etc. Non, il a dit Bachar al-Assad. Un peu moins d'1 an et demi quand même. C'était pacifiste. Un peu moins. Mais je dirais... 6 mois. C'est lui-même, il a dit. Voilà. Ouais. Il y a eu 2 moments importants, je dirais, très, très, très fondamentaux. D'abord, l'union de l'opposition. C'est-à-dire, il y a eu une réunion où l'ensemble des forces de l'opposition se sont réunies, notamment au Qatar, pour s'unifier ensemble. Il y a eu une seconde réunion à Damas. Et je dirais, le Conseil national a été créé avec des personnages comme Basma Kodmani, qui est une amie d'enfance, mais je dirais, qui a fait son choix, pour casser l'union de l'opposition. Je dirais, moi je les ai vécus, les 2 premiers moments, je dirais, de la création des 2 entités d'opposition, les 2 oppositions se sont insultées eux-mêmes, plus qu'insulter Bachar al-Assad. Et ça, c'est une œuvre des... Attendez, juste, je donne le second exemple. Un peu, il nous reste malheureusement juste le second exemple, quand l'ensemble de l'opposition, 1 an et demi après, s'est réuni au Caire pour faire des documents communs que tout le monde a signés, etc. 1 mois après, le président... Vous avez signé, oui. J'ai signé. Moi aussi. Vous tout aussi. le monde. On était ensemble. On est d'accord. Le président français sort, Monsieur Hollande sort 1 mois après et dit au Conseil national tout seul, alors qu'on a dit que
on est tous ensemble, qu'on va vous reconnaître si vous faites un gouvernement, tout le monde doit se réunir contre vous. Donc, il a cassé l'union de l'opposition. Donc, la France a fait des choix politiques. Antoine Mariotti, alors il y a peut-être une responsabilité de la communauté internationale qui n'a peut-être pas armé plus tôt la rébellion. En tout cas, c'est ce que dit Sophia Amara dans votre reportage. Mais il y a aussi une responsabilité, pardonnez-moi tous les deux sur ce plateau, mais aussi de l'opposition syrienne, qui est une opposition qui n'est pas unie. Samir Aïta, vous n'êtes pas dans la coalition nationale syrienne, comme d'autres membres de l'opposition. Et il se déchire, Antoine Mariotti. Alors que vous êtes présenté d'ailleurs comme en faisant partie, c'est ce que vous nous expliquez tout à l'heure. Et c'est vrai qu'il y a cette... Oui, c'est-à-dire que vous dites que vous êtes membre, mais pas membre. Enfin bon, on ne comprend pas très bien. Eux, ils nous considèrent comme membres, et nous, on dit qu'on n'est pas membre. On voit quand même que c'est quand même une opposition qui est totalement désunie, alors qu'il y a des gens à l'intérieur du pays qui souffrent, qui meurent tous les jours. Et vous le disiez vous-même, que ce soit par une action de la communauté internationale, le discours François Hollande, ou par des insultes entre vous-même, à chaque fois, on a une opposition qui, pour l'instant, a du mal à présenter un visage, un front complètement uni. Et comme on a pu le voir, même si les deux situations sont très différentes, mais qu'on a pu le voir en Libye il y a 2 ans, où on avait le CNT, le Conseil national de transition, et on n'a pas vu plusieurs mouvements. Et la communauté internationale s'est mise derrière ce CNT. Elle ne s'engagera pas autant en Syrie pour différentes raisons, militairement parlant notamment. C'est ce que dit Gérard Haro dans le documentaire d'ailleurs. Mais du coup, ça a sans doute retardé, et ça a peut-être été une excuse pour la communauté internationale qui n'avait pas envie d'agir, en tout cas aussi fort qu'en Libye, parce qu'elle n'avait peut-être pas envie d'avoir un deuxième conflit comme ça sur le dos. Mais ces divisions de l'opposition ont forcément joué un rôle, évidemment. Ouais. Alors on en parlait parce que c'est aussi l'actualité du jour avec vous, Moncert Makous, à propos de l'armement justement de la rébellion, parce que vous voulez des armes, vous voulez aujourd'hui qu'on aide les opposants sur le terrain. Eh bien, François Hollande a affirmé aujourd'hui qu'il souhaitait que les Européens lèvent l'embargo sur les armes. C'était ce jeudi à Bruxelles. On écoute le chef de l'État français. La France considère qu'aujourd'hui, en Syrie, des armes sont livrées, mais au régime de Bachar el-Assad et notamment par les Russes. Nous souhaitons que les Européens lèvent l'embargo sur les armes, non pas pour aller vers une guerre totale. Nous pensons que la transition politique doit être la solution pour la Syrie. Mais dès lors que nous devons faire pression et montrer que nous sommes prêts à soutenir l'opposition, alors nous devons aller jusque-là. Moncert Makous, vous vous félicitez de cette initiative. Vous vous dites, comme Sophia Amara dans le reportage, que c'est peut-être déjà trop tard. C'est tard. Je ne peux pas dire c'est trop tard. Donc, il y a encore des chances à faire rétablir les choses. Mais cette décision, elle est absolument courageuse de la part de France et de Grande-Bretagne, mais aussi sur le plan des Américains. Bon, la situation elle n'est pas aussi claire, mais on est en train de discuter, de réévaluer les choses. Pour dire de plus, la France et la Grande-Bretagne, c'est des informations, ce n'est pas des interprétations. Ils sont sur le plan de faire les Américains revoir les choses en Syrie. Ça, c'est très important. Une chose qui est très importante aussi, que les Français et les Américains vont faire une dernière tentative pour convaincre les autres pays européens qui sont hésitants de revoir aussi leur position, mais aussi il faut être réaliste. On n'a pas beaucoup de chance. Il y a quelques pays qui ont connu la position, mais si quelque chose n'y arrivera pas, de toute façon, la France, l'Angleterre ne vont pas changer leur attitude. Ils vont passer davantage pour armer l'opposition syrienne. Encore de plus, ils sont en train de si les Américains ne vont pas changer la vie, ça ne changera rien sur le fond pour la décision française. Les Français et les Britanniques donc, sont pour l'armement, mais les Européens sont très divisés. Et pourquoi sont-ils très divisés? Parce que certains ont peur, évidemment, que ces mains tombent entre les mains des djihadistes, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même la grande crainte aujourd'hui de la communauté internationale. Je sais que ça vous exaspère, Moncert Makous, quand on dit ça, mais c'est quand même la crainte de certains Européens. Samir Aïta, vous avez toujours été contre une intervention, évidemment, en Syrie. Concernant justement l'armement de la rébellion, est-ce que vous vous félicitez de cette décision française? Je n'étais pas en principe contre l'intervention. Je disais qu'il y avait personne qui allait intervenir. Donc c'était illusoire d'aller parler d'intervention. Ce n'est pas d'intervention. Je reviens sur l'armement. Sur le sujet de l'armement, ce qui m'étonne, c'est la différence entre le discours français, y compris du président de la République, et le discours américain. Hier, Kerry disait « Vous, opposition, vous allez vous asseoir avec Bachar el-Assad ». Moi, je suis très étonné. Et le lendemain,
le président français, enfin, et avant Laurent Fabius, etc. Vous vous rappelez, quand je vous ai dit tout à l'heure que M. Hollande est intervenu pour reconnaître le Conseil national un mois après les accords de toute l'opposition et un mois avant l'effondrement du Conseil national pour former la coalition. Et juste après la déclaration de M. Hollande, la porte-parole du département d'État dit tout ce qu'a dit M. Hollande, c'est trop tôt. Moi, je ne vois pas pourquoi la France prend autant de risques politiques, y compris avec ses propres alliés, comme les États-Unis, Oui, mais Samir Aïta, sur vous ce ne répondez dossier. pas encore à ma question. Pardonnez-moi. Est-ce que vous êtes oui ou non contre, oui ou non pour l'armement de la rébellion? Est-ce que vous êtes syrien? Est-ce que vous dites bravo la France, vous allez envoyer des armes à ces gens qui se battent au nom de la liberté sur le terrain? Les Est-ce que vous gens qui dites se ça? battent pour la liberté se battent avant la France et se battront après la France. Je ne sais pas qui la France va armer. Je ne sais pas si la France, aujourd'hui, le grand problème de l'armée libre, c'est qu'elle est divisée. Il y a, c'est vrai, un commandement unique qui s'est formé, mais il est assez détaché de la coalition, donc il n'y a pas de direction politique proprement dite. Il y a un certain nombre de factions. D'armes, justement. Non, mais c'est pas la question. Quand vous envoyez des armes à quelqu'un, Mais c'est la question moi, du mon jour, souci, Samir c'est Aïta. que le gouvernement français m'explique à qui il donne les armes, avec quelle légitimité. C'est-à-dire, est-ce qu'il le donne au commandement général qui est formé, qui a sa base aujourd'hui en Turquie, ou est-ce que c'est, bon, Donc je sais on pas, peut il les dire met que à sur la le frontière. principe, vous êtes pour, mais à certaines conditions et avec une certaine prudence. Voilà ce qu'on peut dire. Aujourd'hui, le conflit, il est un conflit armé. Si tout le monde, c'est-à-dire et la Russie, et la France, et l'Angleterre mettent des armes, c'est un des scénarios sur lesquels, je dirais, en tant qu'expert, on a travaillé dessus, c'est que ces pays-là, c'est-à-dire la Russie d'un côté, l'Iran, et la France et l'Angleterre et le Qatar de l'autre côté, vont alimenter une guerre civile en Syrie pendant Ouais, 10 ans, vous n'êtes pas comme- totalement pour. Ok. comme ils l'ont alimenté. Il faut faire très attention à ce qu'on est en train de faire. Antoine Mariotti, il faut faire, en effet, ça c'est la grande question aujourd'hui. Je voyais The Independent aujourd'hui, qui est donc le quotidien britannique, titrait ainsi « Le conflit syrien crée une nouvelle vague de djihadistes britanniques » et selon les informations de The Independent, la Syrie aurait pris la place du Pakistan et de la Somalie, devenant le front militaire privilégié pour les extrémistes religieux. C'est aujourd'hui quand même ça, la grande crainte, c'est qu'on va peut-être armer des C'est la des grande crainte de la djihadistes. communauté internationale, clairement. Et on, Pourquoi la on- France on- met son on a, doigt on a l'exemple afghan où finalement les États-Unis ont donné des missiles Stinger aux Moudjahidines au début des années 90 et ça s'est retourné contre eux quand, dans les années 2000 après la chute des talibans. Donc évidemment c'est une crainte. C'est une crainte parce qu'on voit des groupes djihadistes comme Al-Nosra qui prennent de plus en plus de place en Syrie. Même si il y a l'armée syrienne libre qui est importante, ces groupes-là sont importants et sont apparemment mieux armés. Et évidemment, cette question des armes, à un moment donné, est-ce qu'on reconnaît, comme l'a fait une grande partie de la communauté internationale, l'opposition comme le représentant légitime du peuple syrien et qu'on leur donne des armes dans ce cas-là? Si on les reconnaît comme légitimes, pourquoi ne pas leur donner les armes ou pas? Et il y a ce risque-là, parce que même s'il y a un commandement généralisé de l'armée syrienne libre, eh ben, il y a quand même des groupes qui sont très divisés et qui ne répondent pas à un général en chef et qui se battent chacun dans leur coin aussi, un peu partout en Syrie. Monsieur Amakou, Samir Aïta, est-ce que vous êtes d'accord tous les deux pour dire que aujourd'hui, la solution est une solution politique? Il faut discuter avec des représentants du régime syrien, du régime en place à Damas, mais qui n'aurait pas de du sang sur les mains, pardonnez-moi. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est ça aujourd'hui la solution et qu'il n'y en a pas d'autre? Moi, je ne crois pas en solution politique, franchement dire. Ah, vous n'y croyez pas? Absolument. Même pas avec des gens qui n'auraient pas de Mais sang sur les parce que mains? Bachar al-Assad ne va jamais déléguer quelqu'un pour négocier à sa place. Ça ne sera jamais possible. C'est une supposition. Maintenant, on est en train de discuter qu'hier, avant-hier et là, on sait Alors, il paraît, on est-ce que vous discute pouvez nous avec les confirmer Américains, avec l'information? les Anglais. Est-ce que vous pouvez justement nous confirmer l'information comme quoi les Russes, les Américains, les Français discuteraient d'une liste justement de responsables Oui, syriens oui, avec oui, ils discutent, lesquels oui. un dialogue C'est en serait train- possible? C'est en cours? C'est en tentative, mais il est tôt de savoir est-ce que ça va marcher ou pas. Samir Aïta, la seule solution est une solution politique sans Bachar el-Assad, mais avec des éléments du régime syrien. Le choix aujourd'hui est entre une guerre civile qui va durer un certain temps, mais plusieurs années, peut-être un peu comme la guerre civile libanaise, puisqu'il y a une division, au lieu que ce soit la liberté qui est demandée, c'est sunnite, chiite, Hezbollah, régime, etc. S'il y a solution, il faut 3 éléments. Un accord des 5 grands des conseils de sécurité, donc un accord russo-américain avec les Chinois,
avec les Français dedans. Donc quand on voit déjà que la position de la France et la position des Ça paraît États-Unis, c'est pas la Ouais, même, ça paraît compliqué déjà. Ouais. ça paraît compliqué. Deuxième chose, s'il y a une solution politique, il faut un arrêt des combats sur le terrain. C'est-à-dire il faut un commandement unifié de l'armée libre, il faut un commandement unifié de l'armée régulière avec les milices, parce que même du côté gouvernemental... Est-ce que ça est réaliste? Non, mais Est-ce que attendez. c'est réaliste, vous dit Monsieur Macron? Mais voir, et troisième point, il faut un processus politique, c'est-à-dire entre les deux parties. Mais aujourd'hui, Mais sans Bachar el-Assad. Vous dites quand même aujourd'hui, Bachar el-Assad doit quitter la Syrie. Vous dites ça? aucun président qui a ordonné ses avions, ses chars, de bombarder ces villes, ne peut rester. Bachar va partir. Le problème, c'est que, est-ce que vous focalisez sur Bachar ou vous focalisez sur son cousin, les Sur autres, le système etc. entier, on ne parle pas de Bachar. Non, attendez, parce que le On mot parle sur le système, système. le mot Tout- système veut dire détruire l'État. Toute C'est-à-dire, hiérarchie ça, c'est- militaire ça, et c'est- sécuritaire. vous ne pouvez pas détruire l'armée. Donc c'est une question Non, c'est pas une sérieuse destruction d'armée, c'est une question d'une vingtaine de personnes. d'une Ça- vingtaine ça de va personnes. Là, pas on est d'accord. toucher Le C'est- système elle-même. Non, mais un système, c'est 20 personnes. Non. 20 personnes, vous les sortez. Un système, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat, parce que je note toujours, et c'est à chaque fois quand même la même remarque qu'on se fait à la fin d'un débat sur la Syrie, c'est quand même ces divisions au sein de l'opposition. Mais non, on s'entend bien. De l'opposition On syrienne. s'entend Et moi, je l'aime bien, Bon, Julie Bonzer. Bon, allez, on va se et terminer ami sur cette depuis note. toujours. Quand même. Mais Merci, pour merci. garder mon indépendance, pour être avec lui quand il le faut et contre lui quand il le faut. Merci Antoine Mariotti Merci. pour votre documentaire. Vous pouvez le revoir sur France 24 ce soir, 21h45, heure de Paris. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain. Très belle soirée.